Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le tout premier épisode de Talking Positive Podcast, un podcast où on va discuter d'éducation bienveillante et positive, entouré de professionnels et de passionnés. Et aujourd'hui, on reçoit Minoy, avec qui on va discuter de stigmatisation canine. Bon épisode à tous. Déjà, Minoy, bienvenue. Merci. Et est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu, donc c'est-à-dire les formations que tu as fait, la méthode d'éducation canine que tu utilises, coercitive, positive, bienveillant, je sais qu'il y en a plein, et tout le monde ne sait pas exactement comment ça fonctionne, donc vas-y, présente-toi. Écoute, merci de m'avoir invitée déjà. C'est trop cool que tu sois venue. Merci. Donc moi je suis Minoy, je suis la créatrice de Animoy. Et donc je fais de la pension, de l'éducation et du service de bien-être, loisirs, bien-être. Enfin, voilà, j'ai une approche vraiment très complète et holistique sur le chien. Ouais. Enfin le chien, le chat. Oui, parce que tu fais aussi garderie de NAC, tu fais pas que le chien. Ouais, je fais tous les animaux. Je suis issue du milieu du cheval à la base. Et puis voilà, j'ai dérivé sur les chiens parce que j'ai eu un accident, j'ai dû arrêter. Je peux encore monter à cheval, mais de manière loisir, etc. Ouais. Et moi, j'étais très, très compète. Et voilà, par contre, ma vie a fait que j'avais ce besoin de voir l'animal dans sa globalité et d'aller un petit peu plus poussé. Et donc, on va parler du chien, ouais, bien aussi, évidemment. Surtout du chien. Et le chien, ça comprend aussi son humain. Donc, ouais. Voilà. C'est hyper important pour moi. Et voilà, je pense qu'on aura le temps effectivement d'en discuter un peu plus, sinon ça va être très long ma présentation. Oui, parce que tu as énormément de formations, tu travailles dans plein de choses, tu fais du chien catégorisé, aujourd'hui ça va nous servir puisqu'on va en parler. On va pas parler que d'eux parce qu'il n'y a pas que qui sont stigmatisés, on a aussi par exemple ne serait-ce que les petits chiens qui sont portés tout le temps, c'est pas des vrais chiens, c'est des chiens... Bon, j'ai ma chichi alors je pourrais en parler aussi. Oui, voilà. Oui, combien tu as de poilus chez toi ? Alors, j'ai 5 chiens à moi. Donc, j'ai 4 Staffy qui ont été adoptés. Ouais. Et j'ai une Chihuahua. Qui fait sa loi. Qui fait sa loi. Qui se fait respecter, s'il vous plaît. Et j'ai 7 chats qui ont tous été adoptés aussi. Donc, par le biais d'associations ou d'autres qui ont été déposés à la maison. Et j'ai des poules, des tortues et des chinchillas. Multi-animaux. Ouais, j'ai fait le calcul l'autre jour. Je crois que je suis à 70 pattes exactement. J'en ai moins que j'en ai eu. Hein. Je suis montée à plus de 100 pattes. Quand même. Ouais. Il faut de la place et du temps pour ça. C'est ça. Mais voilà. Grâce à mon entreprise que j'ai fondée il y a 11 ans maintenant, j'ai pu me dégager ce temps pour pouvoir le prendre pour mes chiens parce que c'est toute ma vie. Enfin, tous mes animaux, c'est toute ma vie. Donc, c'était hyper important pour moi que je puisse leur offrir tout ça. Et voilà, j'en ai développé mon métier, ça a pris. Bon, j'ai mis corps et âme. Oui, corps et âme, comme souvent dans ces métiers de passion, malheureusement. Ouais, c'est ça, les métiers passion, ça s'arrête jamais finalement. Mais c'est super chouette, 11 ans, donc c'est que j'ai bien bossé, je pense. C'est que ça te plaît toujours aussi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est cool. Et pardon. Non, c'est moi. je voulais te demander aussi ton parcours. Comment est-ce que tu t'es formée, auprès de quoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se forment à ces métiers canins et qui ne savent pas forcément par où passer pour avoir les bonnes bases et tout ce que ça peut représenter en gros. Oui. Alors moi j'ai commencé par la pension en fait de base, enfin vraiment dans le cœur de mon métier de Animoy, j'ai commencé par la pension. Je pense que j'avais quand même des très bonnes bases en éducation canine puisque j'ai toujours fait partie de l'association Staffy Rescue dont on reparlera. Mais du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'éducs, beaucoup de bénévoles, beaucoup de propriétaires. Plus ma mère, moi petite, ma mère avait un élevage canin. D'accord, ok. Ouais, donc tombé dans le chien très très tôt quand même. Ouais, j'avais quand même déjà des bonnes bases. Ensuite, je me suis formée avec Grégory Sébastien de l'éducation for Dog, qui est un éducateur exceptionnel, sincèrement, vraiment exceptionnel envers le chien et envers les humains. Okay. Et c'est quelqu'un qui œuvre 100% bénévolement au niveau de Staffy Rescue, je pense depuis le début de Staffy Rescue, donc 2010. Ouais. Et donc je me suis formée grâce à lui en éducation, donc ça a été vraiment génial et hyper formateur parce que Greg, il a je pense quand même un sacré don
enfin encore une fois avec les chiens Ouais. et les humains Et et les les humains. groupes qui fédèrent en fait. Donc ça a été vraiment très très intense, j'ai appris plein de choses et ça a été génial. Greg, pour exemple, on organise un week-end avec Staffy Rescue, on nous a fait lâcher, je crois, une année où on était sur une trentaine de Staffy, dont du Staffy chaud, et où tous les chiens ont été lâchés Et ça s'est bien passé. et ça s'est très bien passé. Donc voilà, j'ai appris beaucoup là-dessus avec lui. Après, je me suis aussi formée avec mon chien Relax, D'accord. donc Pascal Lépiné, qui est dans... Je vais dire une bêtise, je suis désolée Pascal. Elle est au-dessus de Clermont, enfin un peu plus Ok. haut quand même. Et donc je me suis formée avec elle parce que je voulais déjà avoir un autre avis. Enfin moi je suis quelqu'un, j'ai encore une fois cette vision globale, voilà, Ouais. c'était pas du tout, je remettais pas du tout en question ce que Grégory m'a expliqué, au contraire, mais j'avais besoin d'un autre avis. Et en plus Pascal fait du massage canin comportemental et moi entre temps je m'étais formée en massage canin. L'approche m'avait pas trop plu Ouais. et du coup vraiment elle, ce qu'elle proposait, c'était vraiment bien. Et du coup, voilà, on va dire, je me suis fini de me former avec elle comme ça. Mais entre-temps, j'ai fait plein de formations, en fait. Ouais. Puisque je me suis formée pour désensibiliser à la cynophobie. J'ai fait des formations en medical training. Je me suis formée sur le chien sourd. Voilà, j'ai fait plein Vous de avez choses. dit plein de casquettes. Ouais, ouais, mais oui, parce que je fais du cavage, je fais du tribal, du main trailing, enfin voilà, donc j'ai fait plein de formations en fait avec pas mal d'éducs et puis beaucoup d'échanges, puisque vu que j'étais déjà dans le milieu professionnel aussi, on a fait pas mal d'échanges et ça c'était hyper enrichissant quoi. Mais c'est bien de voir que toi, tu t'es pas juste formé sur une formation que tu as lue et tu as passé un diplôme et basta. Tu es allé chercher auprès des professionnels, des conseils. Tu t'es vraiment formé sur le tas et je pense que de toute façon, il n'y a pas mieux pour appréhender ce genre de métier-là. Ouais, je pense que l'expérience est hyper importante. Je pense que moi, justement, j'avais déjà cette expérience et je manquais peut-être aussi un peu de confiance en moi. Tu vois, finalement, j'avais ce besoin de me dire, bon, allez, t'as un diplôme. Je commence à être un peu vieille, c'est peut-être la génération, tu vois, il nous fallait des diplômes, le bac, c'était hyper important, il fallait le bac. Alors Non, que le mais bac pour nous a avoir jamais la servi à rien, crédibilité aussi, voilà. mine de rien, auprès des gens et de se dire non, mais si j'ai été diplômée, c'est quand même, je suis capable de le faire aussi. Donc je pense que ça rassure quand même pas mal. C'est ça. Puis mais après, j'ai moi un point dans ma vie, je suis perfectionniste. Voilà, je suis pas sûre que ce soit une qualité. Si, quand même. Si, en tant que chef d'entreprise, ça l'est. Mais voilà, j'ai vraiment ce besoin d'avoir les choses cadrées. C'est rigolo parce que je suis pas du tout comme ça en plus dans ma relation avec les chiens, mais c'est plus dans ma relation avec moi-même. Ouais. Voilà. Donc tu nous l'as dit, tu as beaucoup de staffy. C'est des chiens qui sont stigmatisés, pas catégorisés, mais stigmatisés beaucoup. Ouais. Sur quoi ? Et pourquoi, à ton avis ? On a 2 catégories dans le staffy maintenant à l'heure actuelle. Si on prend anciennement, avant la loi des chiens de catégorie, etc., effectivement, en fait, c'était des petits pitbulls, les monstres sanguinaires, etc. Moi, j'ai eu la chance de grandir, en fait, pendant cette période-là. Je m'en rappelle à l'époque où donc ma mère a l'élevage familial, mais on avait fait des panneaux, on était passé dans les journaux. D'ailleurs, c'est rigolo, j'aurais dû les ramener. Mais où il y avait des photos des staffs, on avait staffy et bull terrier. Avec moi à côté, nous ne sommes pas des pitbulls. Alors que, d'ailleurs, ça voulait rien dire comme slogan, parce que le pitbull n'était pas plus méchant que... Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, voilà, c'était vraiment ça. Est arrivé en plus après le passage de la loi des chiens dangereux, où à la base, ils ont voulu rentrer le staffy en chien de catégorie. Mais le staffy, donc c'est le Staffordshire Bull Terrier. Et dans la loi est sorti le Staffordshire Terrier. Et le Staffordshire Terrier, c'est l'ancien nom de l'American Staffordshire Terrier. Donc à l'époque, grâce à plusieurs personnes, le club de race, des personnes très engagées, le ministère de l'Agriculture, etc., les gens se sont, enfin j'aime pas trop le mot, mais entre guillemets battus, et des circulaires sont passées pour que le staffy n'y soit pas. Donc il y a eu déjà ça. Après, l'image du staffy a été du coup beaucoup redorée grâce à ça, puisqu'il n'y est pas rentré.
Et maintenant, j'ai envie de te dire que la stigmatisation du staffy, elle se fait dans l'autre sens, quoi. Ouais. On est sur mais c'est un petit chien merveilleux, c'est un nanny dog, il est génial. Et ça, pour moi, c'est une stigmatisation. Oui, aussi. Et enfin, c'en est une de toute façon. Bah oui. Et c'est pas le bon chemin qu'il faut prendre. Enfin, On l'a beaucoup avec le Shiba, puisque moi je suis propriétaire d'un Shiba, et c'est une petite peluche, c'est un chien avec qui on peut tout faire, donc les gens vont vachement vers lui, mettre les mains, alors que c'est des chiens qui sont pas forcément hyper à l'aise sur le contact humain et qui en souffrent beaucoup au quotidien. Et il y a beaucoup de chiens comme ça qui, pour une bonne gueule aussi, vont souffrir de cette stigmatisation-là et ça les aide pas non plus. Voilà, c'est ça. Parce que je vais pas vous dire le contraire, c'est un super chien le staffy, mais oui, sinon j'en aurais pas. Mais voilà, c'est un chien qui te demande d'être présent, qui te demande de faire une bonne éducation, une éducation bienveillante, parce que attention, le staffy, je veux dire, un staffy se soumet très très vite à l'homme. Moi, j'ai connu beaucoup de staffy où à peine on approchait, c'était sur le dos pipi, quoi. Ouais. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, mais après, dire que c'est un nanny dog, enfin moi je le vois, hein, on le voit tous sur les réseaux sociaux, le nombre de staffy qui se retrouvent avec des gamins. Non, c'est pas possible. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des morsures graves. C'est une morsure sur le visage sur un enfant. Il n'a pas besoin de faire de dessin pour savoir ce que ça va donner. Sauf que voilà, c'est pas la faute du chien, quoi. Non, on est toujours tendu avec les enfants justement pour ça, parce que on attend du chien qu'il soit touchable dans tous les sens, qu'on puisse en faire ce qu'on veut, et que si en gros il envoie les dents sur quelqu'un, ce sera forcément sa faute, alors qu'il y a quand même beaucoup de raisons en général autour d'une morsure, ça vient pas quand même naturellement, et les enfants ils sont à portée, quoi, donc c'est de suite hyper dangereux pour eux. Ah mais c'est ça. Donc moi je pense qu'il faut quand même faire attention aussi à ce côté-là, mais c'est vrai que tout à l'heure tu parlais des petits chiens, et les petits chiens c'est pareil, les petits chiens tout le monde veut les prendre direct dans les bras ou sur les genoux, on le voit, les yeux globuleux, au secours, sortez-moi de là, quoi. Les chiens sac à main, c'est pareil, ils en souffrent aussi quand même pas mal, hein. Ouais, exactement. Les petites mamies avec leurs petits chihuahuas dans les sacs à main qui sortent jamais de là, qui viennent au loto mais qui ne mettront jamais une patte à terre. Et voilà. Et du coup, après, l'effet boule de neige du public qui connaît pas le chien et qui moi je le vois, on m'appelle. J'ai pas énormément. D'ailleurs, j'ai même très peu de petits chiens en fait en éduc. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai jamais fait de stats et j'en ai jamais parlé plus profondément finalement avec mes collègues. Je pense que ce serait hyper intéressant d'ailleurs de voir ce sujet-là, parce que je pense qu'il y en a peu. Oui, parce qu'en fait, on les considère pas dangereux. Et qu'ils sont pas voilà. dangereux. Et du coup, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on n'apprend pas bien à les connaître. Et donc, par effet boule de neige, les gens derrière se retrouvent à dire non, mais tous les petits chiens, c'est des mauvais chiens, ils sont aboyeurs, ils sont mordeurs, etc. C'est juste qu'on ne les a jamais respectés, en fait. Donc, à un moment donné, oui, je vais peut-être envoyer les dents. Bien, moi personnellement, j'ai aussi beaucoup de caractère et que je pense que si on était dans le manque de respect permanent, j'enverrais peut-être pas les dents, mais j'enverrais peut-être les poings. On a parlé des chiens catégorisés, mais c'est pas les seuls qui sont stigmatisés. On a beaucoup de chiens stigmatisés. Quelles sont les races qui sont le plus touchées par ça ? Les petits chiens, déjà, effectivement, c'est vraiment le petit roquet, le machin. Après, je pense quand même que les chiens de catégorie, effectivement, ont une image liée aux médias, simplement, en fait, quand la loi est passée, puisque... En 99, ouais. Voilà, en 99, parce que depuis le temps... Enfin, je veux dire, on n'en voit quand même pas beaucoup de vidéos maintenant, scénario catastrophe avec ces races-là, etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui est resté hyper ancré. Ce qui veut dire qu'on a quand même créé une espèce de traumatisme lié à ça. Ouais. Parce que même à l'époque, alors à l'époque, je sais pas, j'étais trop jeune et je t'avoue, pas fait les recherches, mais il n'y a pas 150 humains qui se sont fait mordre et tuer par ces chiens-là, quoi. Mais c'est vrai que ça avait fait beaucoup de bruit. Et pourquoi aussi ? C'est parce qu'il y a eu une période où en fait les gens ils se dirigeaient vers ces races-là parce que
ils voulaient avoir un chien dangereux, ils voulaient un chien d'attaque, un chien de gardiennage. Tu prends les films américains à l'époque, eux, c'était le portrait type du pitbull qui te court après dans la case de bagnole, ou le Doberman avec les oreilles coupées et la queue coupée pour le rendre encore plus agressif visuellement. Donc on a cette appréhension-là qui vient aussi de ça. On va prendre le berger allemand ou le malinois parce que c'est les chiens des forces de l'ordre, donc on les prend parce qu'ils sont méchants, alors que non, on les prend parce qu'ils sont intelligents et qu'ils ont une manière de fonctionner qui va bien avec ce métier-là. Et du coup, en découle aussi cette généralité-là de les chiens noirs, les chiens aux oreilles pointues, les chiens aux queues coupées, c'est forcément des chiens agressifs. Parce que on les a catégorisés dans des cases, alors que ça veut pas dire que tous les chiens sont forcément méchants. Oui, non, mais c'est exactement ça. Il y a les petits chiens, les grands chiens. Les grands chiens, ouais. Les chiens foncés. Ah, oui, le Black Dog et Black Cat syndrome, il est réel. Après, par rapport à ma formation désensibilisation à la cynophobie, je me suis rendu compte, de par les gens qui étaient là, qui étaient cynophobiques et avec qui on a bossé, eux, ils n'ont pas spécialement plus peur des grands chiens. Ils auraient même peut-être plus peur des petits chiens parce que ça court plus vite et ça bouge plus partout, etc. Ouais. Donc, je pense aussi que en fait, ça dépend du public. Enfin, oui. Voilà, des gens, nous dans notre région, la stigmatisation du chien de catégorie, elle est encore super bien ancrée, quoi. Ouais. Alors que dans des villes un peu plus grandes, où ces chiens-là sont toujours présents depuis 99, continuent de se promener en ville, on les voit plus. Je pense que ça passe un peu mieux quand même. Enfin, je le vois. Oui, moi, je pense que ça dépend des endroits où ça passe un peu mieux encore. Ouais. Moi, ma sœur, par exemple, qui est sur Nantes, tu vois, j'ai déjà eu l'occasion d'aller me promener avec mes staffies. J'ai pas eu ce regard-là. Ouais. Pas du tout. Même. Donc voilà, ça va dépendre des régions, du public, etc. Mais globalement, les chiens en général sont stigmatisés en fait. Oui, mais même l'humain d'ailleurs. Ouais, même l'humain, c'est vrai. Tout le monde est stigmatisé en soi, mais c'est vrai qu'il y a quand même des races qui vont faire des bons à certaines personnes quand elles vont les croiser. Oui. Nous on a un bosseron, on voit que parce qu'il a la même gueule que le Rottweiler, les gens de suite disent « Oh là là, Rottweiler, tenez-le plus près, prenez-le plus court, il va me sauter dessus, il va me manger ». Non, il va pas vous manger, tout va bien se passer. C'est un chien qui se met sur le dos et qui fait des câlins quand on arrive à la maison et il va pas vous faire mal. Mais moi, à contrario, tu vois, ma chihuahua qui se balade avec nous tout le temps, etc. Donc tous les étés, forcément, on fait des randos qui sont quand même plus grandes que l'hiver. Je vais pas mentir là-dessus. Bien évidemment, on sort aussi nos chiens en hiver en Lozère, vous inquiétez pas. Enfin, quand il y a du vent et qu'il fait moins 18, on les fait plus. On fait pas 4 heures de rando. Donc forcément, je la sors plus l'été. Et l'été, on est une région quand même qui est touristique, donc je croise beaucoup plus de monde. Le nombre de personnes qui me disent « Oh là là, mais votre petite chihuahua, vous allez la tuer, il faut la porter. » Les gens s'inquiètent énormément. Et ça me fait tellement rire, quoi. Parce que je veux dire, la chichi, c'est la première qui est prête à vouloir partir. Si je la prends pas, parce que ça m'arrive de pas la prendre, parce que effectivement, je vais sur une balade qui est plus sportive, qui est longue. Il faut quand même il faut adapter aussi. Fasse attention à elle. Ça. Mais elle fait la gueule quand je la prends pas. Donc, voilà. Elle aussi, elle aime les balades. Ouais. C'est pour ça que c'est vrai que c'est drôle quand on me dit ça. Non, mais tu vas la tuer. Non, elle a 4 pattes, elle peut marcher, tout va bien se passer, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui te disent je viens pour reprendre un chien de gardiennage ou d'attaque? Pas grand chose leur dire de se retourner. Non. J'essaierai de parler un petit peu plus avec eux, en fait, déjà en savoir, parce que si c'est un chien de garde juste comme ça pour la maison, dans un cadre familial, etc., mais du coup un chien qu'on va laisser dans le jardin, sincèrement, je leur conseillerais pas, parce que en fait un chien de travail, ça se travaille. Il y a du boulot, donc de faire ça, de prendre un chien de garde, de le laisser seul tout le temps dans le jardin, et donc de garder, le chien va faire ses propres choix, mais il y a toujours un risque, enfin je veux dire, on le voit bien. Alors maintenant, les livreurs font beaucoup plus attention, les facteurs aussi. Oui, les facteurs, ils ont des trucs hyper carrés là-dessus. De toute façon, ils ont été formés pour, parce que tout simplement, finalement, c'est tout le système. C'est que derrière la sécurité sociale, prenait pas en charge, etc. Donc, c'est bien, finalement. Franchement, c'est super bien qu'ils aient eu ces formations-là, etc.
Mais moi, j'ai eu le relevé de compteur d'eau la dernière fois. Pourtant, moi, t'es déjà venu à la maison, il y a un panneau sonné et attendez. Et ben en fait, en 2 secondes et demie, j'avais le monsieur qui était derrière la porte, quoi. Donc si j'avais eu un chien de garde dans mon jardin, alors moi, si j'avais un chien de garde dans mon jardin, je veux dire, ce serait d'autant plus sécurisé, on pourrait pas du tout rentrer, etc. Mais en l'occurrence, si là, j'en avais eu un, on va dire comme une famille lambda. Il n'y a rien de méchant quand je dis famille lambda. Mais une famille lambda, voilà, justement, on ne ferme pas la porte, le portail bien à clé. Le voisin arrive, il ouvre la porte, le chien va garder, donc le chien va mordre. Partant de là, est-ce que les gens sont prêts à l'assumer et l'assumer jusqu'au bout? C'est-à-dire à l'instant T, se dire, ok, mon chien a fait son job. Être capable de parler avec la personne et de lui dire que c'est quand même elle qui a fait une erreur, de derrière avoir les bons professionnels compétents qui vont pouvoir nous accompagner, parce que là sur l'exemple que je te donne, c'est un exemple concret que j'ai eu moi dans mon entourage. Le chien a mordu, donc normalement il y a de toute façon un protocole mordeur à faire, c'est comme ça. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un vétérinaire compétent qui va faire une évaluation comportementale digne de ce nom et en toute transparence et en toute... je trouve pas le nom. Objectivité. Objectivité. Oui, parce exactement. que t'as des gens, ils vont partir du principe « Ah, c'est ça qui a mordu ?» Bon, allez. Voilà. Là, on est sur on condamne vite. On est sur un gros chien, on est sur un Akita américain dont je te parle. Donc voilà le bestiau. Si le vétérinaire a une appréhension sur ce chien, là, il a arraché un bon morceau de chair. Si la vétérinaire a une appréhension et se dit, ou est de la vieille école, comme on peut encore trouver malheureusement un chien qui a mordu, il remordra toute sa vie, le chien il finit classé 4-4 et puis en plus de ça on lui dit non mais on l'euthanasie là tout de suite maintenant, parce que oui malheureusement ça se fait encore, quoi. Ouais. Donc voilà, faut quand même vraiment bien réfléchir à ça, quoi. Après, si c'est une personne qui a besoin de faire du gardiennage, etc., je sais pas moi, quelqu'un qui a une entreprise et qui a à faire garder son entreprise parce qu'il y a du matériel, etc. Alors moi, je fais pas du tout partie de la team de dire que c'est contré, quoi. Enfin, je veux dire, de base, les chiens, on les a quand même pris pour ces fonctions-là aussi. Le réduire que à ça, j'ai pas envie, parce que le chien est bien plus intelligent que vouloir juste garder. Mais on peut aussi le prendre en fonction de garde, sans qu'il y ait maltraitance ou quoi que ce soit, comme on peut l'entendre dans certains extrêmes, quoi. Mais du coup, si on serait sur un cas comme ça, moi je dirais à cette personne, je l'orienterais. Je l'orienterais vers des élevages qui ont des chiens de travail, qui travaillent, et selon ce que j'aurais réussi à récolter dans les infos, je lui dirais peut-être d'aller travailler avec tel éduc ou avec tel éleveur pour lui aussi se former à ça et pouvoir l'assumer jusqu'au bout, son chien de garde, quoi. Puis surtout qu'il y a quand même un monde entre un chien de garde qui va pas faire que ça, qui va être aussi bien aimé, etc. dans sa famille, et un chien qui va être attaché à un pneu avec une chaîne encastrée autour de la gorge et qui va y rester là sans bouger, sans eau, sans rien pendant peut-être 12 heures. C'est ça. Il y a un cap, il y a un gros cap entre les deux. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas non plus aller dans les extrêmes. Donc il y a deux mondes. Après, si c'est quelqu'un, tu vois, dans le premier échange qu'on a, où je me rends compte que c'est quelqu'un qui, tu vois, voilà, justement, veut aller sur du chien de garde, dans les mauvaises intentions, avec très peu de connaissances du chien, avec pas l'envie d'aller... Comme beaucoup de monde, malheureusement. Voilà. C'est quelqu'un que je vais quand même essayer un petit peu de raisonner, donc je vais peut-être avoir un discours, là pour le coup, moi-même, un discours assez stigmatisant, parce que finalement, si toutes ces notions-là sont là, je pense aussi que c'est pas pour rien. Oui. Tu vois, il y a une histoire à tout aussi. Et ça peut peut-être faire ouvrir les yeux à certaines personnes, tu vois. Je n'hésiterai pas à dire que, attention, il peut y avoir un accident et il vous arrache le mollet de votre pote qui est rentré sans frapper. Comment on fait ? Voilà, ça va faire des images un peu choc. Après, moi, je suis comme ça, j'aime que les gens réagissent, tu vois, quand on discute. Et du coup, je me dis, peut-être que j'ai planté aussi une graine. Et voilà. Par contre, après, ce sera quelqu'un que moi, personnellement, je refuserai
en éducation, parce que de toute façon, c'est quelqu'un que je serais pas capable d'accompagner dignement, tu vois. Et même s'il n'est pas dans moi, ma vision des choses, de la bienveillance et tout du chien, ma foi... C'est malheureux, mais il a le droit de faire ça. Non, mais il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher sur le Bon Coin ou dans des élevages ou des chiens qui sont spécialisés dans le mordant, par exemple, en disant bon, ben moi je veux ce chien-là parce que les parents étaient en mordant et je vais le prendre pour défoncer le premier gars qui rentrera chez moi. Et c'est là qu'il y a aussi beaucoup d'accidents en domestique. Mais ces éleveurs-là, enfin les éleveurs qui montent leurs chiens en ring, etc., généralement c'est quand même des bons éleveurs et c'est rare qu'ils placent leurs chiens comme ça, quoi. Voilà, moi je connais Marine Fauconnet de la Roche de l'Empereur, quoi, qui d'ailleurs est famille d'accueil aussi pour Staffy Rescue et qui a du malinois de travail. Voilà, de toute façon, si je dois envoyer quelqu'un sur du malinois de travail, ce sera sur elle. Et elle placera jamais ses chiens comme ça, quoi. Ouais, mais il y en a, les particuliers. Les particuliers, surtout, ils ont tendance à dire oui, son papa, sa maman étaient champions de France, donc lui, il sera forcément bon. Alors que tu as aussi beaucoup d'entre eux qui, comme par hasard, le chiot, il a 5 mois, il n'est pas adopté à 2 mois. Pourquoi ? Parce qu'on l'a d'abord testé sur le ring ou sur la cage et parce qu'il fait pas ce qu'il faut, quoi. Ça, malheureusement, ouais, ça arrive beaucoup. Ça arrivait sur un cas de clientèle que j'ai eu également, hein, un petit malinois qui sautait, qui frappait au visage. Il avait 5 mois et qui lâchait pas, quoi. Et effectivement, il était au loft, ce chien. Donc moi, j'ai pu accéder à son loft et pouvoir aller voir. Et effectivement, en plus, il y avait un taux de consanguinité énorme. La consanguinité en élevage peut être travaillée pour certaines choses, hein. Donc c'est pareil, parce que voilà, les apprentis sorciers qui lisent un pédigré pour la première fois et qui voient 0,5 de consanguinité, non, faut pas exagérer non plus. Mais là, en l'occurrence, il y avait un très 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 gros taux de consanguinité. C'était donc une éleveuse pro, mais pro, pas trop pro. Et effectivement, on était sur un chiot qui avait déjà 5 mois, je crois, qui, quand les gens sont arrivés, il a chopé la doudoune et il lâchait pas. Et je crois que la dame avait dit, non, mais c'est qu'il a jamais vu une doudoune, c'est juste rigolo, quoi. Ouais. Bon, je pense qu'en fait, n'importe quel chien, et t'en parleras très certainement sur d'autres épisodes, l'arrivée d'un chien, d'un chiot, etc. Mais faut se renseigner sur la race avant. Oui, je pense. Je pense, ouais. et essayer de se renseigner avec les bonnes personnes, quoi. C'est quoi les stéréotypes les plus courants associés à des races comme les pitbulls, les rottweilers, le doberman, tout ça ? La morsure. Oui, la morsure, c'est sûr. Les gens ont peur de la morsure. Beaucoup, il y a quand même beaucoup cette image de morsure sur enfant, en fait. Moi, je trouve beaucoup, parce que autant la personne, même si elle a peur, on le voit hein, dans la rue, en fait, c'est une personne qui a peur, elle va un petit peu, déjà, elle va le regard. Alors, elle est comme ça, elle va fixer ton chien bien droit dans les yeux, tout ce qu'il faut pas, donc voilà. Donc de toute façon, même si tu l'as pas vu, ton chien va te le montrer à un moment donné. Mais généralement, la personne arrive à se gérer. À partir du moment où il y a un enfant, ça devient la catastrophe. Alors qu'un enfant, pour n'importe quel chien... Alors, il y a des chiens qui sont sensibles. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure vis-à-vis de ton chien. Effectivement, mais un enfant, généralement, reste quand même assez amical pour le chien, quoi. D'ailleurs, moi, je le vois quand je vais dans des familles où il y a l'enfant qui est là, qui adore son chien, qui est hyper présent, qui a envie de faire de l'éduc à fond avec son chien et qui arrive à rien. Mais parce que rien que la voix de l'enfant, quoi. Mais oui, elle est aiguë, donc en plus, c'est bonheur. Voilà, c'est ça. Moi, je fais faire beaucoup de baby talk à mes clients, justement, pour leur apprendre. La voix du gamin, elle est à fond là-dedans, donc... Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi. La morsure sur enfant. Après, je pense quand même réellement aussi ce qui s'est passé, c'est toute cette stigmatisation des médias et de la population, en fait, qui a ces chiens-là dans la main. Oui. Là, ce que je vais dire va peut-être paraître hyper violent pour des gens qui vont nous écouter. Et franchement, il faut pas, parce que c'est pas un jugement, c'est pas ça que je veux faire paraître. C'est juste une vérité. Les vérités sont des vérités, quoi. Après, si ça blesse certaines personnes, je suis désolée, mais du coup, ça vous appartient. Mais on n'est quand même pas sur un très bon public en général, quoi. Non, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de gens qui vont aller chercher ces chiens-là, pas pour en faire ce qu'il faudrait. Voilà. Ça nous aide pas. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, le chien a souffert d'une mauvaise pub.
Et ensuite, les gens sont allés les chercher pour cette mauvaise pub-là, en se disant, ce sera des chiens agressifs. D'ailleurs, on voit des TikTok, on voit des trucs sur Facebook, Instagram, de gens qui ont des Doberman, oreilles coupées entre les jambes, et qui regardent qu'elle est en face, et qui font monter en pression au collier, et qui lâchent en disant, va dégommer, quoi. Et c'est ça qu'ils veulent. Et c'est ça qu'ils sont venus chercher chez ces chiens-là. C'est ça. Et c'est dommage, parce que du coup, on leur fait beaucoup de mal à ces chiens, mine de rien. Tu vois, tu me parles de Doberman oreilles coupées. Déjà, ça, par exemple. Donc, la coupe des oreilles est interdite en France, rappelons-le. Interdite parce qu'elle est quand même pratiquée par beaucoup de monde, un peu comme ça, là. Oui, je le sais, j'ai un chiot là, de 3 mois en cours qui a les oreilles coupées. Donc, effectivement, en fait, déjà, quand on voit un chien comme ça, là, il faut pas aller sur cet élevage-là, quoi. Oui, déjà. Oui, parce qu'il y en a, il y a des élevages quand même, parce que moi j'ai eu le cas d'une copine qui est en train de se renseigner pour adopter un Doberman, qui m'a dit qu'il y avait un élevage, puis elle avait dit non, mais il est né comme ça. Oui. Non, mais il est né comme ça. Et il y a des personnes qui le croient, parce qu'ils sont pas assez renseignés sur ce genre de choses, mais c'est aberrant de faire croire à des gens qu'il y a des chiens qui sont nés comme ça. Non, dis la vérité, tu leur as fait couper des oreilles, et là on parle de coupage d'oreilles pour de la beauté, parce qu'il y a des infections des fois qui arrivent sur des chiens où on est obligé d'aller couper l'oreille, idem pour des chats, etc. Là, c'est pas le cas. Quand il y a 8 chiots qui ont tous les oreilles coupées et que coupées, c'est de la beauté. Et c'est douloureux. On dit que c'est l'équivalent de couper un petit doigt à un enfant, oui. Donc c'est violent. Alors, la coupe de queue est pas interdite. Ouais. La coupe d'oreille n'est pas la coupe de queue. On espère que ça arrivera. Que ça arrivera bientôt, ouais. Mais, alors, je suis totalement d'accord. C'est d'ailleurs super là ce que tu dis, parce que c'est le cas que j'ai eu. Sur mes élèves là qui sont venus avec leur Doberman, tout de suite, j'aurais dit, mais les oreilles coupées, mais qu'est-ce que c'est Alors, je leur ai pas dit comme ça. Oui. J'ai pas voulu les faire fuir tout de suite. Oui, c'est sûr. Mais c'est des gens qui sont très ouverts, avec qui on a pu discuter. Et je leur ai dit, mais typiquement, donc là, on est sur une coupe d'oreille qui est interdite. Donc, dans quelles conditions ça a été fait ? C'est ça. On est forcément sur un veto véreux. Enfin, j'ose espérer quand même ou encore un éleveur que vraiment c'est horrible, un veto qui l'a fait, voilà. Mais bon, beaucoup de sécateurs dans les élevages, ça arrive aussi. Mais ces gens-là, si tu veux chercher un Doberman à cette période-là, parce que cette période-là, à l'instant T, c'est pas un caprice, c'est juste que des fois, on en parlait tout à l'heure, l'instant T, il correspond par rapport à notre vie, par rapport au timing, etc. Coup, ça peut être très important. C'est hyper important de prendre dans ce timing-là où on a le temps. Et là, c'était le cas, si tu veux. Mais en parlant avec eux et en leur disant, mais du coup, on est quand même sur un éleveur qui fait pas bien les choses, qui va avoir un veto véreux, qui machin, on sait déjà qu'on n'est pas sur une bonne socia, qu'on n'est pas sur tout ça. Et en fait, c'est vrai que, si tu veux, par ignorance, et encore une fois, c'est pas méchant, quand on ne sait pas, on ne sait pas, on a zéro éducation aux chiens en France. Donc on ne peut pas savoir si on ne va pas se renseigner par soi-même. Et encore, il faut tomber sur les bons pros quand on commence à se renseigner. Et en fait, ils ne savaient pas, ils ne s'étaient pas rendus compte de ça, quoi. Ouais. Et donc ils sont arrivés vraiment. Et ils sont arrivés avec un chien complètement flippé de tout, voilà. En plus, là pour le coup, ils ont 2 chiots en même temps, donc régalade. Ça aussi, c'est les personnes qui prennent 2 chiots en même temps, les personnes qui prennent des chiots au moment où ils tombent enceintes, et qui au final, à 9 mois de grossesse, peuvent plus balader leurs chiots. C'est ça. Et là, tu vois, on pourrait être sur typiquement le genre de cas où si tu le vois de l'extérieur comme ça, là tu te fais un jugement et tu te dis, mais c'est qui ces gens, quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Sauf qu'en fait, ces gens-là, ils ont été voir des pros, malheureusement pas les bons, mais ils ont été voir des pros. Moi, je connais rien au tennis. J'ai envie d'aller faire du tennis. Je vais au club de Mende que je trouve et je fais du tennis, quoi. Si le mec est en train de m'apprendre n'importe quoi, comment je le sais si je suis jamais sortie de Mende ? C'est ça. Je le sais pas. Donc, je peux pas jeter la pierre à ces gens-là, tu vois. Et effectivement, les 2 éleveurs qu'ils ont vus, ces 2 races différentes, leur ont dit, ah mais c'est génial, il faut prendre les 2 en même temps, ça va être les meilleurs amis du monde et machin. Alors que, franchement, pour avoir eu là j'ai mon chiot, il a 5 mois actuellement. Les premiers mois, j'avais envie de mourir. C'est super dur. Non, mais c'est super dur. On dort pas, je veux dire, si on veut faire les choses vraiment bien, parce que il y a des personnes qui juste vont prendre un chien, le laisser à la maison, paf, le lendemain c'est reparti. Moi, j'ai consacré 1 mois de repos rien que pour lui, pour pouvoir avoir un bon accueil et que ça se passe bien. Franchement, 100% que de ça, des fois tu pleures, quoi, tu craques parce que c'est super dur, les pipis à l'intérieur, si tu veux vraiment rester accroché à tes valeurs, rester hyper bienveillant et tout, des fois c'est dur, c'est vraiment dur, ça pousse à bout de nerfs. Donc 2 en même temps, oh mon Dieu. Moi je leur ai dit chapeau, oh mon Dieu. Moi je le ferai pas. Ouais, non. Et pourtant t'as beaucoup de chiens.
Mais 2 chiots en même temps, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Dans quelle mesure tu penses que ces préjugés-là, ils reflètent aussi un peu la réalité quand même? Je pense qu'ils reflètent beaucoup la réalité, en fait. Je vais pas pouvoir mentir là-dessus. Ouais, vous allez peut-être trouver mon discours un peu ambivalent. J'adore ces races et tout, mais encore une fois, c'est une vérité. Moi, perso, quand je vais en ville, n'importe où, je suis toujours speed, je travaille beaucoup et tout. Je suis toujours un peu en train de regarder par terre. Vas-y, j'y vais, je pense en même temps, etc. Donc, je vois tout de suite les chiens, moi. Quand je suis en ville, par exemple. En ville ou en balade, voilà, parce que je suis nez au sol, enfin le nez, les yeux au sol, et je vois le chien. Franchement, quand je vois un staff ou un staffy, des fois où j'ose pas lever la tête. Ouais. Alors, là, par contre, on va pouvoir encore penser une fois de plus que c'est un jugement. C'est pas un jugement. Je veux dire, on appartient tous à une classe sociale. Encore une fois de plus, c'est une vérité. Notre style vestimentaire est fait comme ça. Notre groupe d'amis, c'est des gens qui se ressemblent beaucoup. Enfin, ça reste très rare qu'on ait un groupe de 20 amis et qu'il n'y en a pas un qui... Enfin, tout le monde part dans tous les sens différents. C'est quand même super rare, quoi, si tu veux. Et du coup, c'est vrai que, quand même, beaucoup... c'est pas le bon public, quoi. Ça veut pas dire que c'est des gens méchants, etc. Ça. Mais la société, elle est comme ça, en fait, quoi. Si tu veux, t'es habillé en jogging, basket, casquette, ouais, on a moins confiance en toi, quoi. Et encore une fois de plus, c'est pas un jugement. Enfin, moi, je veux dire, c'est pas du tout ce que je pense, etc. Mais c'est un reflet de la société, quoi. Ça veut pas dire, encore une fois de plus, que ce mec-là est pas bien, etc. Mais... Oui, c'est l'image que tu renvoies au premier abord qui forcément va te figer déjà, et c'est ce que ressentent beaucoup les gens quand ils vont croiser un gros Rottweiler on a l'impression qu'il n'est pas maîtrisé, ou un staff ou un staffy qui va essayer d'aller au contact, et tu te dis, alors c'est un peu vrai aussi. Après, je pense que ce qui joue beaucoup, c'est mine de rien leurs muscles, leur musculature, leur mâchoire plus puissante, etc. Mais c'est rigolo de voir que, par exemple, on va prendre le Saint-Bernard, qui a une musculature absolument de dingue, qui n'est pas catégorisée. Et qui a beaucoup de caractère. Et qui a beaucoup de caractère, et qui pourtant n'effraie pas. Parce que c'est dans le collectif, c'est le chien de secours, c'est le chien qui n'est pas méchant, alors qu'il a des caractéristiques physiques qui sont aussi fortes que certains chiens catégorisés. En fait, je pense qu'il y a une liaison qui ne s'est pas faite entre l'ancien temps et le nouveau temps. Tu vois, moi, je le vois vachement comme ça, en fait. Donc on n'oublie pas qu'on a créé des races, sélectionné des individus, etc. pour des fonctions. Donc, tu prends le cas du Saint-Bernard, donc effectivement un gros chien pour qu'il soit capable de pouvoir apporter secours, éventuellement tirer un peu, enfin tu vois, du poil pour pas avoir froid, etc. Mais c'est un chien de secours. Et ça a toujours été présenté comme un chien de secours. Après est arrivé Beethoven qui... Là, c'était génial. Quel gamin de mon âge n'a pas rêvé devant Beethoven, tu vois. Et ça a créé des gros problèmes à la race, quand même, d'ailleurs, Beethoven. Parce que le Saint-Bernard, c'est un chien qui a énormément de caractère. En fait, c'est un chien, dans sa sélection, qu'on a aussi sélectionné pour qu'il fasse ses choix lui-même, et pour qu'il soit capable de pouvoir aller traverser des montagnes dans le froid tout seul, mais d'y aller, quoi. Donc, face à un danger, quand on a sélectionné sur des années, des centaines d'années cette fonction-là, s'il se fait agresser, il a quand même peu de chances de partir en courant, la queue entre les pattes, aller se cacher dans une grotte, quoi. Oui. Donc du coup, on s'est retrouvé quand même avec beaucoup de Saint-Bernard qui sont devenus agressifs, etc., qui ont du caractère. Moi, c'est pareil, d'ailleurs. C'est rigolo, parce qu'on parle que de race. J'ai que plein d'exemples, tu vois. Petite dédicace à Toupie. Comme quoi. C'est un... Et pareil, en fait. C'est vrai que là, mon élève, elle pensait pas du tout arriver sur ce genre de cas, quoi. Et après, ce qu'il y a, c'est que je pense que pour le coup, ça a moins stigmatisé sur le Saint-Bernard, parce qu'on est vraiment sur un très très gros chien qui prend énormément de place, et je pense qu'il y a eu peut-être beaucoup d'abandon, etc. Et qu'en fait, derrière, les gens se sont plus intéressés très vite, quoi. Ouais. Je pense que le souci qu'on a
Alors moi, les meilleurs exemples que je vais te donner, ça va être du staff et du staffy. C'est des chiens qui se soumettent très très vite à l'humain. Extrêmement vite. Tu les casses en 2-2, ces chiens. Donc c'est facile après d'en faire ce que tu veux, tu vois. Ouais. Un Saint-Bernard, c'est pas la même. Hein. Ouais, ça n'a pas le même caractère. Ça commence pas à être pas la même, quoi, tu vois. Quand on voit là, toutes ces techniques traditionnelles de retournement et machin, qui sont Placage sur le dos. Voilà, qui sont des choses que des gens, en fait, lambda utilisent parce que voilà, ça a été... Oui, c'est dans le collectif, pareil. On nous les gens, ils pensent que c'est la bonne solution, quoi. Ça, c'est un truc, un staffy, effectivement, tu peux quand même le retourner assez vite. Bon, enfin, ça dépend le gabarit quand même, mais oui. Tu pourrais aller le retourner assez vite. Oui, il va retourner un patou ou un voilà. Ça fera pas pareil, ouais. C'est pas la même, quoi, tu vois. Donc, du coup, il y a une distance qui se met, quoi. Mais c'est pas pour autant que tous ces chiens-là sont forcément des molosses. Ou forcément des chiens qui vont te bouffer quand tu vas les croiser dans la rue. C'est ça. Alors, mais c'est vraiment imprégné dans le collectif. C'est super que tu me dises le mot molosse, tu vois. Je ne pensais pas à ça. Là, maintenant, tu me le fais retourner. Les staffy et les staffs ne sont pas des molosses. Ouais. Ce sont des terriers. Donc, ça, à noter, tout le monde a noté en rouge, surligné en jaune, etc. Parce qu'on l'entend tellement, ça. Mais d'ailleurs, on a parlé de la loi de 99 des chiens dangereux. Comment ils sont classés, ces chiens, en fait ? Comment est-ce qu'on devient un chien de catégorie 2 ? Comment est-ce qu'on devient un chien de catégorie 1 ? Quelles races sont concernées ? Tu nais de catégorie ou pas. Donc dans la catégorie 1, en fait normalement les chiens de catégorie 1 ne devraient plus naître depuis 99 puisqu'ils sont interdits. Oui. Donc, normalement. La loi a bien marché, n'est-ce pas ? Donc ça va être tout ce qui est apparenté aux races pitbull, parce qu'il y a ça aussi en fait, c'est que maintenant on dit qu'un pitbull, n'importe quel chien croisé finalement est un pitbull, quoi, en gros. Un type molossoïde, terrier, c'est un pitbull. Non, l'American Pitbull Terrier, c'est une vraie race à la base. Oui, à la base. C'est une magnifique race en plus d'ailleurs, qui ressemble effectivement à l'American Staff, mais avec quelques différences, comme le Staff ressemble au Staffy, mais ils sont différents. Ils sont différents, ouais. Donc tu vas avoir tout ce qui est pitbull. Donc là, pour le coup, même des pits qui sont... alors c'est pas le LOF, parce que le LOF c'est le livre des origines françaises, et l'American Pitbull Terrier, donc c'est en Amérique. Je m'excuse, là j'ai oublié le nom du non, mais on va livre. rester sur la France et comment ça fonctionne, ouais. Mais du coup, tu vas avoir tout ce qui est pit, donc même s'ils sont de race aux États-Unis, on peut pas les importer. Donc tu vas avoir tout ce qui est croisé. Tu vas avoir les Tosa et les Bull Mastiff non LOF. Je crois que non, j'en oublie pas. Et en catégorie 2 après et alors après, quand je te dis tout croisé, ça va être vraiment tout croisé. Ouais. C'est-à-dire que de l'American Bully, l'American Bully n'est pas reconnu par le livre des origines françaises. Donc même s'il a le livre américain ou belge, en fait, il peut être catégorisé. D'accord. Les catégories, donc tu vois, ça te dit type pitbull ou chien croisé. Après, c'est des mesures spécifiques. Il faut aller voir un véto spécialisé, hein, tous les vétos ne le font pas, qui va prendre les dimensions de ton chien, etc., le poids, donc la longueur, la hauteur, la largeur, au niveau de la forme du crâne, au niveau des maxillaires, le poids, etc., etc. Donc, l'American Bully... Et les 3/4 des American Bully, en fait, devraient être catégorisés ou pas. Ouais. Mais pour le savoir, il faut passer une diagnose de race. Ok. Avec un vétérinaire donc spécifique. À savoir que la diagnose de race va, donc de par ces mesures, comme je te dis, te dire, ok, ton chien est catégorie 1 ou il est catégorie 2. Enfin, il n'est pas du tout catégorisé, pardon. Donc, partant du principe, ok, il n'est pas catégorisé. Mais ta diagnose, elle est à un instant T. Ouais. Tu as un problème avec ton chien à un autre moment, il y a une morsure justement, ça on arrive au tribunal, etc. Tu peux avoir des expertises, on peut te demander de réexpertiser ton chien. Et à savoir que tous les vétos expertisent pas de la même façon. Ouais. Donc piano quand même sur cette histoire de diagnose de race. Et donc tout ce qui est par exemple croisé staff, écrit sur un carnet de santé, croisé dog, croisé berger, croisé tout ce que vous voulez, ça veut absolument rien dire. D'accord. Donc là, ça veut dire que le chien est absolument pas en règle. Ok. Voilà. Et ensuite, on a donc la catégorie 2. Donc dans la catégorie 2, tu vas avoir l'American Staffordshire Terrier, inscrit au LOF.
Donc, l'American Staffordshire Terrier, 2 parents Olof, un éleveur lambda, un particulier, a 2 American Staff Olof, mais n'a pas fait la déclaration de saillie, n'a pas fait la déclaration de naissance, etc., ou les parents ne sont pas confirmés, par exemple, les chiots seront non Olof. Donc, les chiots seront catégorisés. D'accord. Voilà. Comme quoi, être éleveur, c'est aussi un métier. C'est aussi un métier. Ça s'improvise pas. Voilà. Ensuite, tu vas avoir les Rottweiler. Les Rottweiler, eux, qu'ils soient LOF ou non LOF, ils restent en catégorie 2. Petite spécificité parce que c'est des chiens de travail qui sont acceptés au travail. D'accord. Et il reste le TOSA inscrit au LOF. Ok. Voilà. C'est le 4-1, c'est ce qui va être assimilé, quoi. Et du coup, ça veut dire quoi, ça, pour leur quotidien à ces chiens-là ? Les catégories 1, c'est la catastrophe, parce qu'en fait, donc, comme je te disais, ils ont normalement pas le droit de vivre. Donc, ils sont interdits dans tous les lieux publics. Donc, c'est une réelle catastrophe pour le chien, parce que sa vie est vraiment terrible. Et puis, déjà, c'est un gros problème pour la sociabilisation. Oui. Enfin, socialisation et sociabilisation du chien, quoi. Donc voilà. Donc ensuite, c'est port de muselière. Ça demande aussi aux propriétaires d'être formés. Ça, par contre, c'est pas un mal, j'ai envie de te dire. Oui. Enfin, c'est pas un mal. Oui et non. Parce Après, que pour moi, tous les propriétaires de chiens devraient être formés un minimum, déjà. Exactement. Voilà. Je pense qu'on n'est pas du tout assez carré là-dessus. On a des gens qui prennent un chien parce qu'il faut prendre un chien, c'est dans les codes, et qui n'y connaissent rien, et on leur inflige une vie pourrie. C'est ça. Normalement, donc la formation pour les chiens de catégorie, c'est une formation d'une journée. Ouais. En présentiel. En présentiel, voilà. Sauf que maintenant, ça se fait beaucoup en visio, etc. Il y a des éleveurs de chiens de catégorie qui, en fait, t'achètent ton chien, t'as ton papier gratos avec. Ouais. C'est le petit bonus, sans que les gens aient jamais rien vu, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un mal pour un bien. Après, t'as des gens comme Greg, comme moi, où... tout le matin, c'est que en fait le développement du chiot, déjà rien que dans le ventre de sa mère, donc on parle du cortisol, enfin tu vois, on va vraiment loin. Toute l'après-midi, c'est la partie pratique et on fait pas que du port de muselière, tu vois. Mais je pense que ça devrait être de toute façon pour tout le monde. Même si pour l'instant, j'ai envie de te dire que malgré que ce soit une loi qui est assez vieille, on est encore qu'aux prémices. Et même si des fois, c'est pas terrible les formations qu'ils font, c'est là. Ça a le mérite d'exister, tu vois. On a déjà fait finalement un pas en avant, mais c'est dommage que ce soit que pour les chiens de catégorie. Et après, ça demande au propriétaire d'avoir un casier vierge et de faire une demande après auprès de la mairie, d'avoir une assurance aussi, de faire une demande auprès de la mairie pour avoir donc le permis chien. Ouais. Parce que la formation qu'ils font, c'est juste l'attestation d'aptitude. C'est sûr que c'est dommage d'avoir à catégoriser des chiens comme dangereux pour être formé là-dessus. En plus, comme tu dis, il y a beaucoup de contournements de cette loi et c'est pas la seule loi sur les animaux qui est vachement contournée. Et c'est dommage de leur infliger en fait ce port de muselière permanent parce que c'est hyper contraignant pour eux, puis c'est super dur. L'impact que ça a aussi sur les propriétaires, mine de rien. Le fait de pas pouvoir partir en vacances, parce que moi j'en ai discuté, j'ai des témoignages de plusieurs personnes qui ont des chiens qui sont catégorisés. Ils savent qu'en prenant ce genre de chien-là, leur vie est plus compliquée parce que pour partir en vacances, les locations elles veulent pas catégoriser, ou même juste chien type bosseron. Nous typiquement quand on a voulu partir au ski, quand on a dit on a un Shiba et un bosseron, vous êtes obligé de prendre le bosseron. Bon bah ouais, plus tu vois, moi au niveau du staffy, moi propriétaire de staffy, normalement je devrais avoir aucun problème, sauf que là on est 100% dans la stigmatisation, vu qu'en plus en fait ils ont voulu le mettre à la base. Oui, il y a des gens qui savent plus trop sur quel pied danser et qui en fait, il y a des faux papiers qui ont tourné pendant des mois et des mois. Il y a même à l'heure actuelle, il y a encore des mairies et des vétérinaires qui ont le mauvais papier avec le staffy écrit dessus en panneau d'affichage dans les salles d'attente. Ouais. Et on nous bloque aussi pour ça. Donc c'est super malheureux parce que en fait les propriétaires se retrouvent à devoir mentir, etc. Oui. Sauf que finalement, si tu commences à mentir en termes d'assurance, si vraiment tu as un problème, ça peut être le bazar complet. Donc tu vois, c'est un peu finalement le serpent qui se mord la queue. Et du coup, tu vois, c'est là-dessus où je te dis, quand tu me posais la question, à quel point tu penses que ces stigmatisations finalement sont réelles et tu vois, pour moi,
Alors, je comprends parce qu'en fait, t'as aussi envie de partir avec ton chien et machin Bah et oui, tout. oui. Mais en fait, de prendre ce chien-là et de mentir et de machin, si t'as un problème, Mm. eh ben, ça continue de Oui, ça rentrer continue dans à ce problème, renforcer en fait. l'image hyper mauvaise de ces chiens-là et on va pas s'en sortir. On n'arrivera pas à leur offrir une vie comme tous les autres chiens, quoi. C'est ça. On est vraiment ancré là-dedans. Et c'est bien que tu parles de ces lois un peu abusives parce que c'était un peu le prochain truc dont je voulais qu'on discute. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont décidées au niveau de l'État, mais il y a des mairies qui arrivent à contourner un petit peu les trucs et à essayer de faire passer des lois absolument aberrantes. On a Esprit Dog qui a mis la lumière sur la mairie par exemple de Sanary-sur-Mer qui du coup avait interdit les chiens de catégorie dans sa commune, ce qui est illégal. Donc ça a été retiré par le tribunal de Nice. Cette histoire elle a fait quand même pas mal de bruit. Hein. Et il y a aussi et malgré ça, vu qu'il y avait eu des accidents sur la commune, ils ont mis en place un couvre-feu. Donc pour les chiens catégorisés qui n'ont pas le droit de sortir en dehors de 21h et de 8h. Donc on n'a pas le recul pour savoir quel impact ça peut avoir de voir en fait tout le temps le noir, hein, parce que concrètement ça veut dire que les chiens ne voient pas la lumière du jour en liberté ou même en laisse ou quoi que ce soit sur leur comportement, mais on peut quand même imaginer que c'est pas hyper top pour un chien de pas pouvoir sortir dehors, quoi. Parce que déjà de nuit c'est pareil, même nous on est beaucoup moins en sécurité. J'ai envie de te dire, ne serait-ce que si la propriétaire est une femme, tu vois. Oui, déjà. Se promener seule le soir. Alors c'est sûr que quand t'as un staff en bout de laisse par exemple, ou un rot, ça dissuade un peu. Généralement t'as un peu moins peur parce que ça dissuade un peu les gens, etc. Mais des fois ça peut faire l'effet inverse hein, quand même. Quand t'es une nana, tu vois, moi quand je sors mes staffies. Déjà, je les sors pas tous ensemble en ville et machin parce que je peux avoir du mauvais public quand même qui vient me voir. Donc, moi, j'aime pas ça, tu vois. Je me dis tout de suite, ça va très vite. Hein. Oui. C'est des chiens qui sont énormément. Voilà, tu vois, encore une fois. C'est des chiens de catégorie qui sont énormément volés en fait. Ah oui, mais plein de chiens de race qui sont volés de toute façon. Hein, t'arrives dans la rue et ching-ching. Oui, voilà, on te coupe la laisse et je t'en barre avec. Et donc, tu vois, tu peux avoir ça qui vient, mais c'est vrai que du coup le soir t'es une nana, t'es déjà moins rassurée. Oui, donc du coup tu communiques ton stress à ton chien. Bah oui, parce que t'es moins rassurée, qu'est-ce que tu fais, t'es là en train de scanner ton environnement, machin, les chiens sont hyper observateurs, le chien il voit que t'es en train comme ça, il y a un petit bruit. Ouais, donc en fait tu mets ton chien en tension encore plus et c'est de pire en pire. Donc effectivement, non, c'est pas top quoi. Maintenant, si le maire en est arrivé là, c'est peut-être parce qu'il y a une raison aussi. Je sais pas comment c'est Sanary-sur-Mer, tu vois, la population, etc. Bah en fait, lui, il a fait ça parce qu'il y a eu une attaque sur un enfant, d'un rot sur un enfant, si je dis pas de bêtises. Et que forcément, là, je pense que la pression, mine de rien, des parents, de dire il faut dégager ce chien de la commune. Donc en gros, on a essayé de les forcer à déménager, hein, ces gens, en premier lieu. Ils n'ont pas voulu parce qu'en fait ils ont toute leur famille là et puis ils ont une maison en fait, hein, ils ont acheté une maison donc déménager parce que ton chien est plus accepté dans la commune, c'est hyper contraignant et il était hors de question de le faire piquer parce qu'il faut quand même pas non plus déconner quoi. Et du coup on en est venu là à dire ok, vous voulez pas partir, alors je mets le couvre-feu pour tous ces chiens là. Ouais. Mais il y a eu d'autres lois abusives, hein. On peut parler de la loi de Denver qui a interdit les pitbulls et ça a entraîné l'euthanasie de énormément de pitbulls parce qu'en fait c'est ça, les gens ils sont ancrés, ils ont une vie, ils ont pris un chien mais ils n'ont pas envie de renoncer à toute leur vie pour leur chien. Mais là-dessus effectivement tu vois le fait que quand la loi est passée que du coup on a entendu parler de permis, de formation, etc. Tu vois un peu ce que je mettais en avant tout à l'heure. C'est bien, on va avoir un truc, tu vois, et en fait et du coup ça va peut-être protéger la race. Alors que en fait, moi, je le vois sur les staffs, c'est la catastrophe. Ouais. Y a des abandons à l'appel, parce que c'est vrai qu'en plus, dernièrement, tu vois, depuis 1 ou 2 ans, là, j'entends beaucoup parler du Malinois, Malinois. Tu regardes dans les SPA, c'est le chien le plus abandonné et qui ne trouve pas de famille. Hein, mais je pense qu'il y a autant, si ce n'est plus de staff, sauf que les staffs, ils sont tous euthanasiés direct, tu vois. Ouais. Enfin, staff oui, peut-être que ça, on l'entend beaucoup. Staff non love, 10 pits, du coup, tu vois. Alors que c'est pas un pit, mais... c'est une cata, quoi. Puis de toute façon, après, il y a quand même une population de tous les chiens de catégorie qui sont pas en règle et qui est assez incroyable, quoi. Ouais. Donc, voilà. Mais
Je pense qu'on est dans un système où il y a plein de choses qui se font, tu vois. Il y a les assos, il y a les vétos, il y a eu cette loi, il y a les éducateurs, les anciens éducateurs, les nouveaux et machin. Mais ça fait une espèce de boulgui-boulga parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'organisation, tu vois, autour de tout ça. Et chacun fait un peu à sa sauce de son côté et c'est pas terrible non plus, tu vois. Quand je vois des chiens qui sortent d'associations, qui sont écrits croisés dog, le chien, je veux dire, là pour le coup, c'est un pit red nose. Et que le mec, il arrive chez toi, petite éducatrice canine que tu es, et que tu lui dis non, mais là, mec, il y a un souci parce que ton chien, il est pas du tout en règle. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est aller lui faire passer une diagnose de race. Parce que, effectivement, il y a des lois que moi, en plus, j'ai mon permis de catégorie, de chien de catégorie, mais je suis aussi habilitée de la préfecture de Lozère, première, pour la petite histoire et la petite blague, première éducabilité en Lozère en 2021. Ouais. Voilà, première de tout le département. 2021. Hein. Donc il a quand même fallu 22 ans quoi, pour qu'il y ait quelqu'un sur la Lozère qui soit après, prêt à le faire quoi. L'attestation est arrivée un peu après 99. De tête, je vais te sortir une bêtise de date. Je sais pas du tout date moi. Mais voilà, oui, il y a quand même eu un laps de temps hyper grave. C'est pas le seul endroit. Par contre, où ça a dû être comme ça. C'est pas le seul endroit, ça c'est sûr. Par contre, toi qui es lozérienne, on en voit plein. Ah oui. Plein de staff. Mais oui, il y en a partout. Il y en a plein. Le staffisme, pareil, il y a une recrudescence du staffy non-lof. Attention, j'ai bien dit depuis tout à l'heure que le staffy n'est pas catégorisé. Le staffy n'est pas catégorisé à partir du moment où il est inscrit au LOF. Parce que la seule chose en France qui prouve l'appartenance à une race, c'est l'inscription au LOF, donc Livre des origines françaises. LOF, hein, pas loft. Le loft, c'est un appartement. Qu'on soit bien d'accord. Et vu que c'est que des dimensions, etc. Toi, tu as déjà vu mes chiens, je sais pas, peut-être sur l'épisode, tu mettras une photo ou quoi. J'ai Havan, mon papy noir et blanc, qui est immense. Ouais. Il serait pas au LOF, il serait catégorisé, c'est sûr et certain. Ouais, il y a moyen. Tu vois ? Donc, c'est pareil, tous ceux qui ont des staffy non LOF et mon chien n'est pas catégorisé, c'est comme le BUI. Votre chien n'est pas en règle. Message au propriétaire, il faut se responsabiliser. Voilà. Donc, on n'a pas parlé d'une autre loi aussi, mais qui était passée en 2008 aux Pays-Bas. Ils ont fait passer une loi qui n'est plus d'actualité, hein, mais qui taxait seulement les propriétaires de chiens catégorisés. D'accord. Que les chiens catégorisés. Que les chiens 4. Okay. Les autres, non. Mais ceux-là, oui. Ceux-là, ils devaient payer plus. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, moi, je suis pas contre une taxe sur les animaux. Alors, il y en a qui vont me détester après cette phrase, je suis désolée, mais je suis pas contre parce que déjà un animal en fait ça pollue, hein, en fait tout simplement. Enfin, je veux dire, il y a qu'à le voir, hein. J'ai fait un cours en ville tout à l'heure, le nombre de crottes de chiens, bah ouais, mais en fait le petit ouvrier de la commune là, qui va passer 3 heures à ramasser les crottes de chien parce qu'il va le faire, bah, il va pas le passer à ramasser des détritus ou des choses comme ça. Donc oui, c'est du temps de travail. Donc voilà. Il y a plein d'autres choses aussi. Je pense que c'est malheureux, mais en fait, tant qu'on touche pas au porte-monnaie, ça responsabilise pas trop les gens. Mais par contre, que pour ces chiens-là, du coup, là, il y a aucun intérêt. Ah non, là, c'est que ces chiens-là. Parce qu'ils représentent un plus gros danger. Donc, on a dit, attendez, du coup, il y aura plus de moyens à mettre en œuvre pour ces chiens-là. Donc, du coup, on va les rendre plus chers, quoi. C'est complètement fou, quoi. Parce que ça veut dire, en plus, que, ouais, du coup, ça veut dire que la pensée gouvernementale est de se dire, ok, ces chiens sont plus dangereux que des autres. Donc, je les fais payer plus cher, mais du coup, la protection de la population, elle est où, là ? Non, mais après, le message, c'est surtout est-ce que tu veux vraiment un chien catégorisé puisque tu sais qu'il y a une taxe ? C'est ça. Hein. C'est essayer de dissuader la création et l'adoption de ces races-là. Mais c'est là où c'est complètement dommage parce que, du coup, ben oui, après, je comprends qu'on ait envie de se fâcher et de ne pas entendre parler de taxes et compagnie. C'est ça. C'est parce que si on prend des autres exemples, on a quand même aussi des exemples qui n'ont pas forcément été hyper... super quoi. Je pense que le souci aussi qu'on a, c'est que les gens qui prennent ces décisions-là ne concertent peut-être pas assez les professionnels et n'ont pas assez les pieds sur terre pour se rendre compte du vrai impact que ça a au quotidien. Parce que ça a un impact énorme.
Il y a aussi carrément des éducs qui refusent ces chiens. Oui, Des oui. éducs et des pensions aussi. Hein. Moi, il y a une pension pas loin de chez moi qui refuse tout ce qui est chien de catégorie, quoi. Enfin, ou même pas de catégorie, parce que même les staffies, elles les refusent, tu vois. Non, de toute façon, Alors, là, dans la direction que ça part pour l'instant, on dirait un petit peu qu'on a envie de les supprimer complètement, ces chiens. On leur rend la vie vraiment hyper compliquée, en fait. Et à leurs propriétaires aussi, parce que ouais. ça a quand même un sacré impact sur leur vie à eux aussi. Ça, c'est sûr. Après, par exemple, tu vois, c'est vrai que moi, justement, pour cette pension qui est à côté de chez moi, c'est vrai que quand j'ai eu cette info-là, au début, j'ai trouvé ça quand même super bizarre et tout. Après, j'ai vu les conditions dans lesquelles elle bosse, le nombre de chiens qu'elle prend et tout. Et en fait, après réflexion, je me suis dit, ah ouais, mais tu mets un staff ou un staffy là, qui est pas dans les bonnes mains, qui sait pas gérer ses émotions, qui machin. L'autre, elle te fait des jetés de balles au milieu, mais là, t'es sûr que ça cartonne, tu vois, en fait. Oui, oui. Parce que c'est vraiment... Tu vois, c'est vraiment là-dessus où je te dis, ben ouais, la stigmatisation, moi, je suis pas pour, forcément, je suis pas pour. Mais il y a quand même des raisons pour lesquelles c'est là, quoi. Et quelque part, j'ai envie de te dire, je préfère quelqu'un qui soit dans une idée hyper stigmatisante du chien, mais qui, du coup, préfère se retirer, et au moins, il se passe pas de problème, Oui, plutôt quelqu'un qui trop fait confiant, l'expert tu et vois. qui... Voilà. Moi, alors c'est rigolo parce qu'avec les élèves, je leur dis tout le temps, laissez flairer vos chiens, laissez-les, tu vois, jouer, enfin laissez-les être eux-mêmes en fait. Arrêtez de les emmerder, en gros. Et au-delà de ça, et c'est rigolo parce qu'en plus maintenant, ils se permettent de me faire la réflexion, et c'est pas possible, tu te dis de les laisser faire, et toi, regarde, t'es tout le temps en train d'intervenir sur tes chiens. Ouais, mais alors c'est différent. Parce que moi, j'ai un foyer multi-chiens déjà. Déjà, oui, voilà, c'est ça J'ai dont 5 je vais parler. chiens, dont un vieux papy qui s'est bien calmé, mais qui était sacrément réactif quand je l'ai récupéré. Chien sourd. 2 chiens sourds et une chihuahua au milieu, quoi. Et après, une autre qui a des problèmes orthopédiques, mais qui est vraiment la petite perle de truc. Mais bah oui, forcément. Et en plus, sur ces 5, j'ai 4 staffies. Je sais que moi, si je les laisse jouer ensemble, il y a un moment donné où il va y avoir 2 fils qui se touchent. Et à ce moment-là, ça peut dégoupiller, ça peut partir en live. Donc, j'interviens avant que ça monte, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime autant cette casquette, moi, holistique, que j'ai, d'aller voir la situation globale. Il y a de la théorie, il y a des généralités, il y a des stigmatisations, il y a des machins. Mais finalement, c'est quand tu vas regarder tout en entier que tu vas pouvoir te rendre compte. Est-ce que là, il faut que je travaille vraiment ça ou non? Est-ce que ça peut passer? Parce que voilà, oui. T'as un chien tout seul, ah oui, tu peux le laisser monter en excitation. Oui, il est tout seul, donc il risque pas de s'impacter contre qui que ce soit en face. Voilà. C'est sûr. Les foyers multi-chiens, c'est compliqué à gérer. Nous, tu vois, au niveau de Staffy Rescue, on ne fait pas d'adoption mâle-mâle, on ne fait pas d'adoption femelle-femelle. Ou sur des gens qu'on connaît, qui ont déjà adopté chez nous, qui ont des très bonnes connaissances, ou tu vois, comme je sais, je dis pas ça pour me mettre sur un piédestal, mais comme moi, tu vois, j'ai 4 chiens de Staffy Rescue, j'en avais un en famille d'accueil encore là, il n'y a pas longtemps. Mais voilà, je suis là. Déjà, les présentations sont faites hyper bien. Chez moi, j'ai plein de pièces. J'ai des pièces qui sont réservées aux chiens si j'ai besoin de séparer. J'ai un chenil au cas où un jour il y a une bagarre, il y a besoin, tu vois, de leur faire descendre l'attention de tout le monde. Bah ouais, ça va passer par chenil, machin, tu vois, parce que même moi, il faudrait peut-être que je redescende un peu. Voilà quoi. Ouais. Est-ce que, en tant que professionnel, tu as remarqué que ces chiens-là, hyper stigmatisés, il y a une différence de problématique quand ils arrivent chez toi? C'est-à-dire? Dans le sens où est-ce que tu vas remarquer qu'ils auront souvent tous le même problème de par leur stigmatisation? Tu vois ce que je veux dire? Non, ça non, c'est très... Enfin, tu vois, les problèmes sont liés vraiment beaucoup à l'environnement, à la réponse des besoins du chien et autant que peut y passer sa famille, tu vois, finalement. Donc, moi, je pense pas. Après, sincèrement, ceux qui galèrent le plus avec ce genre de chien-là, c'est des gens qui ont beaucoup lutté contre la stigmatisation et qui, dans cet effet boule de neige, se sont fait prendre dans le truc de c'est des nanny dogs et tout va bien et c'est génial. J'ai le cas, encore une fois de plus, dans ma clientèle, tu vois, de quelqu'un qui a adopté une croisée staff, qui est super, c'est une super chienne, mais c'est une chienne qui n'a pas eu de sociabilisation jusqu'à temps qu'elle arrive, donc je crois à 10 mois, pas de sociabilisation, pas de socialisation.
Donc la chienne, elle a ou peur ou elle est très 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 excitée. Et la personne en bout de laisse derrière, elle fait pas le poids en fait, si tu veux. Le rapport poids-force fait qu'elle n'arrive pas à la tenir. Mais tu le sais parce que toi, tu es déjà un petit peu bien renseigné sur l'éducation positive et que quand ton chien, t'es en train de faire le cerf-volant derrière ton chien, il y a un moment donné où il faut que tu puisses l'arrêter. Ouais. Et que si tu peux pas l'arrêter, mais tu récompenses à chaque pas en fait, Ouais, tu vois. ça. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long parce que ça va demander un travail, une charge mentale, une organisation aussi pour pouvoir la soulager, etc., qui va demander des moyens énormes et qui vont être beaucoup plus longs. Ouais. Mais tu vas pas voir, par exemple, si je te dis des gens qui vont venir te voir, bon, tu l'as pas puisque tu nous l'as dit tout à l'heure, mais plein de chiens de petite taille, qui auront la même problématique, à savoir le manque de balades, le manque de trucs, etc. C'est pas lié à la stigmatisation des chiens. Ça, par contre, si t'as des problématiques qui sont vachement globales et répétitives, mais en fait, ça, c'est sur n'importe quel chien. Ouais. C'est quoi la problématique la plus courante que tu confrontes là? Le chien, il sort pas assez. Ouais. Le chien sort pas assez et en fait, on a une ignorance des besoins du chien général qui fait qu'on répond pas aux besoins de son chien et moi j'aime beaucoup donner l'exemple, je fais beaucoup d'images, tu vois, quand je suis en éduc et tout. Alors je dis bien aux gens, attention, c'est pas pour faire de l'anthropomorphisme, mais c'est pour que ce soit un peu plus imagé pour vous. Et en fait nous on l'a vu vachement pendant le Covid, tu vois, alors beaucoup moins dans nos régions, tu vois, mais tous les Parisiens, ceux qui étaient en ville et tout, de se retrouver à pas sortir de chez eux, ça a été hyper traumatisant, quoi. Dites-vous que votre chien vit la même chose parce qu'il a 2 ou 3 balades de 20 minutes par jour, quoi. Voilà. C'est ça. Et on connaît pas assez leurs besoins, tu vois. Nous, on l'a d'ailleurs la question sur Safi Rescue. Quels sont les besoins du chien? Tu vois, quand tu postules, voilà. C'est pas... Si tu réponds mal, c'est pas grave, mais on va savoir où t'aiguiller et voilà, sur quoi te guider un peu pour aller te renseigner, etc. J'ai pour l'instant jamais vu une seule personne qui m'a répondu tous les besoins. Après, tous les besoins tu vois, encore une fois, c'est pas un examen et machin, mais j'ai personne qui a réussi à me répondre vraiment quels étaient les besoins du chien. Ouais. Donc, comme quoi. Voilà. Et alors, sur mes élèves. Forcément encore moins parce que s'ils m'appellent c'est qu'il y a des problèmes et c'est qu'ils savent pas, tu vois. Encore une fois de plus, c'est pas un jugement, c'est juste par contre c'est cool qu'ils m'appellent parce que je suis là pour leur transmettre, leur apprendre. Tant mieux. Voilà, les personnes qui font la démarche d'aller rencontrer des éducateurs canins, des comportementalistes, etc., c'est des gens qui cherchent des solutions. Ce qui sont inquiétants, c'est ceux qui restent dans leur coin en disant non, chez tout, me donne pas de conseils. Ça, c'est plus grave parce que là on fait des chiens qui sont en souffrance la plupart du temps, malheureusement. Là, on parlera un peu plus de sensibilisation, mais comment est-ce que tu penses qu'on peut sensibiliser le grand public pour déconstruire un petit peu ces préjugés qui entravent quand même pas mal de chiens, sans que ça devienne, comme tu dis, allez, c'est tous des amis, on va mettre les mains, on va approcher le visage, ça craint rien. Un animal, ça reste un animal. Il aura forcément des réactions qui seront imprévisibles. Donc, il faut aussi communiquer à vos enfants, parce que je sais que tu le fais, mais d'apprendre aux enfants à entrer en contact avec les chiens correctement. Pas les mains en avant, pas hyper excités, en hurlant, sur la tête, en hurlant, en tapant des pieds, enfin voilà. Mais comment est-ce que tu penses qu'on peut communiquer ça et essayer de quand même déstructurer quelques-uns des clichés qui sont pas forcément tous très fondés, quoi? Pour moi, tu l'as donné toi-même, la solution, c'est l'éducation de nos enfants. Ouais. Et j'ai envie de te dire, là, pour le coup, c'est un peu sur tous les sujets, quoi. C'est-à-dire que plus on va apprendre aux enfants à bien aborder un chien, moins il va y avoir de morsures, moins il y aura de morsures, moins il y aura de traumatisme, moins il y aura de traumatisme, moins il y aura de peur. Moins il y aura de peur, plus les gens vont s'intéresser. Plus les gens vont s'intéresser, plus ils vont devenir... ils vont savoir, en fait, tu vois. C'est pareil, effet boule de neige, mais dans le bon sens. Mais ça va être surtout, tu vois, comment aborder un chien, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire.
Parce qu'il y a aussi des choses à pas faire, tu vois. Moi, J'ai eu j'ai... le cas l'autre jour, j'étais justement avec une éduque qui était vraiment super bienveillante, dans le positif, avec les enfants et tout. Et avec les enfants, on aborde forcément à un moment donné aussi ce qu'on doit pas faire, tu vois. Ouais. Et on discutait avec elle, elle me disait oui mais non, il faut le tourner plus positif et machin. Ouais mais non, là en l'occurrence, si tu veux, il y a quand même urgence parce que c'est la sécurité de l'enfant derrière. Ça. Donc non, ça tu le fais pas en fait. Voilà. Moi j'ai eu le cas de gens qui, parce que mon chiot est trop mignon, comme tu disais, la stigmatisation sur le chien peluche, tu vois, qui est arrivé à fond la caisse sans me parler ni rien, qui a mis les mains en avant, Aiko a reculé, il a grogné. Et la dame, elle m'a engueulée en me disant « Ouais, votre chien, il est méchant. » Non, mon chien, il est pas méchant. Mon chien, il est sensible sur le main. Vous êtes arrivé comme une balle. Personne m'a rien demandé. J'aurais pu vous introduire à mon chien et ça aurait pu bien se passer. D'ailleurs, il y en a des enfants ou des parents qui disent bah, va demander à la dame. Et je te dis, moi, je prends l'exemple quand on était au ski. Une petite fille qui est venue me voir toute gentille m'a dit est-ce que je peux dire bonjour à ton chien? Je dis bah, tu sais quoi, tu viens avec moi, tu t'accroupis à côté de moi, un petit peu plus en arrière, et tu vas mettre ta main pas au-dessus de sa tête mais plutôt en dessous, puis tu vas le laisser venir te voir. Tu vas pas forcer le contact. Et en fait, ça passe par là. Est-ce que par curiosité, tu as demandé à cette petite fille si elle avait un chien chez elle? Non. Du tout. La prochaine fois que tu tomberas sur un enfant, tu lui demanderas et tu te rendras compte avec le temps, à force d'expérience, que les enfants qui communiquent le mieux avec les chiens, c'est ceux qui n'en ont pas chez eux. Ouais. Parce que ils ont une éducation. Et très souvent, c'est effectivement parce que les parents ont peur. Oui, c'est la peur des parents qui fait que l'enfant communique bien derrière. Tu vois? Donc pourquoi... voilà. Donc, c'est pour ça aussi que je trouve ça super cool d'être sur cet épisode-là, tu vois. Je suis pas là pour dire non, il faut tous les stigmatiser, etc. Non, c'est mais pas ce un qu'on peu dit. plus nuancé, tu vois, aussi. Et vraiment, moi, déjà dans toutes les interventions que je fais en école, centre AERA, etc., j'ai toujours un cynophobique à chaque fois. Alors lui, il fait souvent n'importe quoi, mais j'ai toujours... Celui qui répond le mieux, c'est celui qui a pas de chien chez lui. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est rigolo. C'est fou. Enfin, c'est fou et rigolo et triste à la fois. Oui, c'est un mélange de plein de choses, mais c'est dommage. Est-ce que tu trouves que les formations à l'éducation bienveillante, elles sont accessibles et elles sont efficaces? Pour les professionnels ou pour les particuliers? Non, pour les particuliers qui ont ce genre de chien, parce qu'on a souvent le truc de dire non, ça c'est un chien, il est dominant dans tous les cas, il faut y aller à coups de pantoufles, l'éducation positive, ces chiens-là, ça marchera jamais. Alors je pense qu'il faut se méfier de tout discours de personnes déjà qui te disent ouais, genre moi je suis spécialiste des chiens de catégorie. Non mais ça veut dire quoi ça en fait? Parce que alors je vais nuancer encore une fois de plus parce qu'un chien est un chien, oui et non, tu vois, parce que certains anciens ou bébés éduques, tu vois, qui te disent non mais n'importe quel chien il est capable de tout. C'est la plus grosse connerie que tu peux dire, tu vois. Non, chaque chien a ses spécificités. Il y a des spécificités liées aux races et il y a des spécificités liées à l'individu. Après, les formations, tu vois, l'attestation d'aptitude, elle est... Enfin, je veux dire, il y en a partout maintenant, tu vois, il y en a qui te le font en visio et tout, donc c'est quand même vachement accessible. Quand même. Les tarifs sont quand même, franchement, pas trop chers non plus. Enfin, tu vois, ça dépend qui, tu vois. Moi, personnellement, la formation, elle a 90. Elle passe à 80 pour les chiens qui ont été adoptés via une association, par exemple. Donc, ça reste accessible. Hein. Une journée de formation entière, tu vois. T'as ton livret, t'as machin. Et bien sûr, s'il y a besoin de revoir quelque chose après, tu vois, tu m'appelles. Et je pense qu'on est quand même beaucoup à travailler comme ça. Donc voilà, c'est assez accessible. Après, oui, il y a plein de gens qui vont me dire j'ai pas les moyens, quoi. Oui. Mais bon, si déjà quand tu prends un chien, t'as pas 90 € à mettre dans son permis, alors que tu sais que t'as acheté un chien de catégorie, déjà là, t'es pas dans la bonne démarche, quoi. Fais machine arrière direct. Puis je pense qu'on se rend compte vraiment du prix que ça va coûter d'avoir un animal quand c'est là. Bah oui. Parce que même moi qui ai été super bien préparée, j'ai grandi avec des chiens, j'ai des chats, j'ai un chat, j'ai un lapin, enfin... J'ai conscience du prix des croquettes, du prix des vétérinaires, etc. Mais quand même, tu t'en rends vraiment compte quand c'est là. Parce que tu débourses beaucoup d'argent au cours de la vie de ton chien. Ton chien est là pour 10-15 ans. Je prends l'exemple du chien de mon papa
quand j'étais toute petite, qui s'est fait renverser par une voiture et qui a perdu sa patte arrière. Grâce à un vétérinaire qui a pratiqué une chirurgie humaine sur la hanche, elle a pu garder la patte, mais sans fonction. Ça a un coût. Ça a un coût et c'est dommage d'avoir un chien sans prendre ce genre de responsabilité-là. Ah ben c'est clair. Mais je pense que les gens qui disent que l'éducation bienveillante, elle n'est pas adaptée à certains chiens, ils se mettent le doigt dans l'œil, en fait. Mais ça c'est sûr. Parce que c'est une éducation, tu n'es pas obligé, peu importe, sur n'importe quel cas, tu n'es pas obligé d'en arriver à de la violence. Et quand je dis violence, je ne parle pas que de violence physique, mais aussi de violence morale. Tu sais, violence morale, donc les chiens de catégorie sont obligés d'être muselés. Ouais. Museler un chien quand tu n'as pas travaillé la muselière. Moi, j'ai le cas dans mes élèves. Le chien est en détresse acquise. Là, on est sur une réelle cocotte minute. Là, il est en pression. Il y a un réel danger quand la muselière va être enlevée ou ne sera plus là, tu vois. Parce que ça n'a pas été travaillé. Et ça n'a pas été travaillé, du coup, pas du tout en bienveillance, quoi. Ouais, en forcing, et on le met, et puis t'as qu'à faire avec, quoi. Ça, c'est tout, quoi, tu vois, voilà. C'est dommage, parce que du coup, on favorise pas leur inclusion. Ces chiens-là, déjà qu'ils ont beaucoup de contraintes, si en plus on fait tout sous force, par principe qu'on dit que c'est des dominants, c'est ça. On va pas s'en sortir. Franchement, après, on va pas s'en sortir. C'est le problème de tous les chiens en général, c'est l'erreur de casting, quoi. En fait. Oui, c'est ça. C'est clair. Est-ce que tu connais des associations de réhabilitation et d'adoption de chiens catégorisés ? Oui, il y en a plusieurs. Nous, on a beaucoup travaillé avec Amstaff Rescue. Je sais pas, là, à l'instant T, je sais pas où ils en sont, s'ils refont des prises en charge ou pas. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est la catastrophe, ces chiens-là. Donc c'est compliqué. Hein. Après, c'est toujours pareil. Hein. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, voilà. C'est malheureusement beaucoup de chiens, en fait, aussi, qui ont été dans les mauvaises mains. Ouais. Donc, il faut réhabiliter. Le travail de réhabilitation, je veux dire, il est coton, quoi, tu vois. Moi, j'ai eu Hôte en famille d'accueil pendant 1 an et demi. Bah ouais, je l'ai fait avec beaucoup d'amour et voilà. Mais 1 an et demi, c'est 1 an et demi où j'ai pris moins de chiens en pension, du coup, parce que j'avais lui à gérer, etc., tu vois. Donc, il y a des timbrés passionnés comme moi qui sont capables de faire ça bénévolement pendant 1 an et demi. Mais il y a aussi des gens à payer, tu vois. Ouais. Et ce qui paraît complètement normal. On travaille, nous, d'ailleurs, avec plein d'autres éducs aussi et qu'on paye, tu vois. Donc, voilà. Mais en tout cas, Amstaff Rescue, il travaille très, très bien. Après, il y a Espoir PA, de là où vient mon élève, qui prennent du chien 4, des chiens 4-2, 4-1, voilà. Parce qu'après, les associations... Après, il y en a plein d'autres, tu vois, mais je les connais pas assez personnellement, je peux pas... Pour diriger, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce que le 4-1 a aussi sa spécificité, c'est que du coup, il a normalement plus le droit d'exister, mais donc, parce qu'il n'a pas le droit de naître, donc il n'a pas le droit d'être donné, il n'a pas le droit d'être vendu. Donc la seule solution pour ces chiens-là, c'est qu'ils soient pris en charge par des associations, qui restent dans l'association et qui restent en contrat famille d'accueil longue durée, à vie. Mais là, je te laisse imaginer tout ce que ça implique financièrement aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais, ils rencontrent quand même énormément d'obstacles dans leur mission, quoi. Ouais. Beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est super compliqué. Et du coup, t'en as qui croulent sous les dettes parce qu'ils ont voulu tout bien faire. T'en as qui font un petit peu le serpent et puis ça passe et puis on met croisé dog et voilà. Ouais. Donc, tu vois, sans savoir, je préfère pas te donner d'autres noms non plus. Oui, non, mais t'as raison, il faut... Et quel conseil tu donnerais aux propriétaires pour gérer les comportements de leurs chiens et des perceptions extérieures ? Comme tu dis, le maintien du regard, etc. Comment est-ce qu'ils peuvent gérer tout ça ? Je pense que déjà, il faut pas se donner une mission. Ouais. En fait, ce que les autres y pensent, on s'en fout, ça leur appartient à eux et pas à nous. Même si des fois, ça fait super mal au cœur, mais voilà... Parce que du coup, après, on va forcément tomber sur des murs, donc on va pouvoir s'énerver. Tu vois, si on a notre chien à côté qu'on est énervé, c'est pas cool pour le chien non plus, etc. Je serais plutôt du genre... voilà, essayer d'en parler déjà dans son cercle d'amis, familial, tu vois, déjà ça peut être bien. Et puis, parce que justement, les amis, etc., ils peuvent voir comment évolue notre chien. Après, se rapprocher d'activités collectives, ça peut être bien aussi. Tu vois, moi, je fais beaucoup de loisirs canins, plein de trucs collectifs, etc. J'intègre aussi des chiens réactifs, des fois. Tu vois, par exemple, moi, je fais de la recherche là, samedi ou dimanche, et j'ai une chienne réactive mordeuse, même, qui vient. Et justement,
pour que ces gens-là puissent voir d'autres gens qui ont galéré avec leur chien, qui ont évolué, qui puissent en parler, toi, qui puissent souffler un petit peu. Mais en règle générale, j'aurais tendance à dire, tu vois, si t'as quelqu'un qui arrive et ton chien est méchant, c'est pas grave, trace. Oui, passe à autre chose. Mais c'est sûr que c'est dur, mais oui. Ouais, c'est dur, c'est hyper dur. Tu sais, moi, ça m'est arrivé samedi, là, en cours aussi. Un mec qui a pas attaché son chien et tout. Au bout d'un moment, moi, j'avais d'autres élèves derrière. Enfin, tu vois, il y avait quelqu'un qui avait peur, etc. Bon, c'était compliqué. J'ai dit quelque chose, tu vois. J'aurais pas dû, en vrai, voilà. Oui. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et enfin, dernière question sur ce sujet, mais si tu avais un message à adresser à ceux qui hésitent à adopter un chien de race catégorisée ou qui ont des préjugés, qu'est-ce que tu leur dirais ? De bien se renseigner, quoi. Je veux dire, il y a plein d'éleveurs, il y a pas mal d'assos aussi. Voilà, renseignez-vous au maximum pour voir si vraiment la race vous correspond. Est-ce que c'est des chiens qui sont généralement sportifs ? Oui. Donc si tu as décidé juste de te faire une balade le matin de 20 minutes avant de partir au travail et un quart d'heure le soir quand tu rentres, tu sais que tu risques de te faire démonter la maison, par exemple. Tu vois, ils vont pas rigoler, ils sont capables de faire un trou dans un mur, Oui. donc voilà, bien se renseigner pour être sûr de pas arriver sur un mauvais casting et pas hésiter à se faire accompagner tout de suite. Je veux dire, même si tu as eu des chiens pendant 20 ans, avec qui ça s'est toujours bien passé, que tu as toujours eu la même race, mais n'hésite pas, parce qu'on a tellement évolué sur les dernières années et t'as toujours du bon à prendre partout, tu vois. Même si c'est quelque chose où finalement tu vas et que t'aimes pas, que t'adhères pas. Alors bien sûr, si vous allez un jour chez un pro et qu'il se met à violenter votre chien, vous l'arrêtez tout de suite et vous partez, qu'on soit bien d'accord. Par contre, des fois, d'y être allé par soi-même, tu vois, c'est mieux que d'avoir entendu, ah ouais, mais lui c'est un con, lui machin et tout, parce que du coup tu vas mieux t'en rendre compte et toi-même tu vas pouvoir adapter ton discours avec d'autres gens que tu vas rencontrer après, etc. Mais par contre, ouais, c'est sûr que moi je le vois au niveau du staffy, tu vois, le nombre de staffy qu'on a en fait en maltraitance passive, juste parce qu'on répond pas bien à ses besoins, etc. Et des gens qui sont tellement débordés que je me dis oui, si vous étiez renseigné sur la race, on n'en serait pas là, parce que du coup au moins vous seriez fait accompagner plus tôt. Et tu vois, c'est comme nous, moi je me ronge les ongles, c'est une catastrophe. Ça va bientôt faire 38 ans que je fais ça, depuis toute petite. Des fois j'arrive à m'arrêter, tu vois, mais dès que j'ai un petit stress, j'y retombe dedans en fait. Donc voilà, ça va être la même chose chez le chien. Donc si vous y prenez tôt, mais il n'y a aucun problème. C'est des super chiens et voilà, ça peut être génial. Ouais. Et comme je disais tout à l'heure, allez pas, voilà, je prends un staff, je vais aller voir un éduc, il n'y a que des staffs et machin. Non, c'est des chiens qui s'éduquent comme tout autre chien, quoi. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu témoigner là-dessus, c'était super de t'avoir. Merci à toi. Ouais, merci pour tout et pensez à nous laisser des questions déjà si vous en avez pour Minoï en commentaire. Je lui ferai parvenir et vous verrez en story sur nos réseaux sociaux, on vous y répondra et pensez à vous abonner pour aller voir les prochains podcasts. Enfin, de toute façon, Minoï, on te retrouvera dans plusieurs puisque là tout de suite on va en tourner encore quelques-uns. Et voilà, bonne continuation. Merci. Bon courage dans tes projets parce que t'en as énormément, je sais. Et on affichera tous tes réseaux aussi dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Minoï. Elle a encore plein de belles choses qui vont arriver. Et bye. Merci à toi. Et puis, super ton podcast et je lui souhaite plein de longues années. Merci beaucoup.